C'était donc au cœur de l'après-midi dans le 18e arrondissement à Paris, près de la halle Pajol, où les forces de l'ordre sont intervenues pour une opération d'évacuation des migrants. Des migrants qui, la semaine dernière déjà, avaient été délogés de leur camp de fortune, toujours situé dans le nord de Paris, près de la porte de la Chapelle. Alors immédiatement, bien sûr, on entendait les réactions politiques, en particulier à droite et à gauche. D'un côté, on dit que force doit rester à la loi. De l'autre, on appelle le gouvernement et les forces de sécurité à faire preuve d'humanité. C'était à l'Assemblée nationale. Ce qui me choque, c'est qu'on ait attendu aussi longtemps. Voilà, excusez-moi, en plein centre de Paris, avoir un campement illégal avec une partie de ces personnes qui sont des personnes sans papier, c'est hallucinant, quoi. Voilà, je veux dire, si les forces de l'ordre sont intervenues, c'est très bien. Il aurait mieux valu qu'elles interviennent avant, parce que dans ce genre de situation, au plus on tarde, au plus le problème après est difficile à régler. Et ensuite, quand je vois que certains élus s'opposent à ces forces de l'ordre et soutiennent ces personnes qui occupent illégalement l'espace public, je dis très clairement que ça me choque. C'est des images d'une très grande violence. On a l'impression que les autorités n'ont qu'un seul souci, c'est d'éviter que ces migrants-là, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, ne s'installent, ne prennent pied sur un territoire et que les mesures d'accompagnement, d'orientation sont secondaires par rapport à cette volonté très forte en fait de la part des pouvoirs publics que d'éviter des points de crispation, de cristallisation et d'occupation en fait de l'espace. Alors, je vous le disais, les associations et les Verts notamment demandent aujourd'hui à la mairie de Paris de faire le nécessaire, d'installer une espèce de centre d'accueil pour ces migrants. David Revaud-Dallon du Monde, nos éditorialistes bien sûr, Laurent Neumann et Routel Krief. Avant de reprendre ce problème dans sa globalité, cette question dans sa globalité, on va écouter le préfet de police qui était avec vous, le préfet de Paris il y a quelques minutes, Routel Krief, en direct. Il était interpellé sur ces images. Y a-t-il eu violence policière, oui ou non? Nous avions reçu individuellement chacune des personnes de ce campement pour lui demander ses intentions, lui proposer l'asile. Et nous avions, contrairement à l'engagement pris, je veux le rappeler, par à la fois le préfet de région, la maire de Paris et moi-même, nous avions réservé des hébergements correspondant aux situations de l'ensemble des personnes qui étaient sur ce campement et que nous avons évacué avec humanité. Et je dois souligner le fait que nous avions recensé 360 personnes sur ce campement. Le jour où nous l'avons évacué, il y avait 460 personnes. Eh bien, nous avons offert un hébergement à ces 460 personnes. Le préfet se défend de toute violence policière. Il explique qu'on avait fait des offres d'hébergement, mais elles les ont refusées. Où en est-on dans cette affaire? Laurent Neumann, vous qui avez eu le ministère de l'Intérieur au téléphone. Alors c'est compliqué. Il y a eu d'abord eu une première évacuation la semaine dernière. 460 personnes environ. À ma connaissance, ils ont tous été reçus individuellement, avec un traducteur en fonction de leur pays d'origine, Éthiopie, Érythrée, Soudan. Et on leur a tous posé la même question, souhaitez-vous demander l'asile en France? Il y en a plus d'une centaine qui ont dit oui. Les autres, donc tous ceux-là, ils ont été immédiatement hébergés en centre d'accueil. Les autres, et notamment les familles vulnérables avec des enfants, ont été pris en charge par la ville de Paris, pas en tant que ville, mais en tant que département, parce que c'est le rôle social du département. Et puis ceux qui étaient souffrants étaient pris en charge d'un point de vue sanitaire. Tous les autres sont considérés comme clandestins, donc des migrants irréguliers, et pour autant, au ministère de l'Intérieur, on explique qu'on a voulu les traiter avec humanité, on les a regroupés dans un lieu où il y a une cinquantaine de lits environ, mais ceux-là, ils ont vocation à un moment donné à être reconduits à la frontière, ou en tout cas en attendant, être envoyés en centre de rétention administrative après les procédures habituelles. Donc en gros, au ministère de l'Intérieur, on dit quoi? On dit humanité la plus parfaite, la plus totale, avec ceux qui ont vocation à demander l'asile et donc à rester ici en attendant que leur demande soit traitée, et puis les autres, fermeté, parce qu'ils sont en situation irrégulière. Voilà en gros la position du ministère de l'Intérieur ce soir. Routel Krief. Non, ce qui est frappant, c'est de voir effectivement que on a l'impression qu'un certain nombre de ces migrants sont un peu utilisés. C'est-à-dire que... Par qui? Il y en a qui font plus de politique que d'humanité. Par les associations ou oui, les élus parce qu'évidemment ils les aident. Il y a un certain nombre d'associations qui sont formidables et qui aident les gens au jour le jour, et au contraire, sans elles, ce serait très difficile. Mais en même temps, quand certains élus viennent essayer de maintenir un camp dans lequel ils sont dans une situation terrible, de déshydratation, sans nourriture et dans des situations absolument sanitaires affreuses, on a l'impression qu'il y a vraiment un problème, qu'il y a une forme d'instrumentalisation de la misère humaine pour des causes beaucoup plus idéologiques que des soucis
humanitaire. Et ça, c'est une vraie question. Ça, elle demeure. Ce type de militantisme, moi, m'interroge. Mais pour autant, on a quand même ces images, on les a vues, on les a revues au cœur de l'après-midi. C'était en direct sur BFM TV d'une intervention policière, vous voyez, avec des cordons policiers, des casques, des matraques, des gants, des gens qui sont soulevés de force. On en arrose même certains, on leur donne à boire parce qu'ils ont été dans la chaleur, ils ont suffoqué. Il y a de la tension, David Revaud-Dallon. Oui, bien sûr, c'est une intervention musclée, donc ces images, ces actes, effectivement, choquent, notamment à gauche. Et il y a aussi des mots qui résonnent dans la mémoire. Votre interview du préfet, Route, Bernard Boucaud, expliquait que les forces de l'ordre avaient agi avec humanité. Ça rappelle évidemment la phrase du ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, souvenez-vous, 1996, avec l'évacuation de Saint-Bernard, qui a eu lieu d'ailleurs à quelques encablures de là. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que cette gauche de gouvernement, ce gouvernement de Manuel Valls, ce ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, eh bien, il est coincé, comme d'habitude, et vos deux personnalités politiques interviewées l'ont montré, entre une droite qui accuse en permanence la gauche de laxisme, d'angélisme sur les questions de sécurité, même si elle l'a montré depuis le 21 avril 2002 et surtout depuis 2012 avec notamment Manuel Valls, bien que le laxisme c'était pas vraiment sa tasse de thé. Et puis de l'autre côté, une gauche associative, une gauche écologiste, une gauche du front de gauche, qui accuse le gouvernement de faire preuve de répression extrêmement violente et de blesser les manifestants, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore vérifié. Donc là, on a un débat très très politique et on voit que finalement, qui a été tranché, le gouvernement, il est tranché. Là, il le tranche, voilà, il le montre tranche, de quel ils côté, évacuent voilà. ces camps illégaux de migrants, de la même manière que les camps de Rome avaient été évacués par Manuel Valls en France. La semaine dernière, le camp de la Porte de la Chapelle a été évacué. Là, on a encore une évacuation. Certains disent, oui, d'accord, et que fait-on? Il y a un problème humain aujourd'hui qui est soulevé. Alors, on ne peut pas tenir un discours d'humanité et en même temps dire on fait respecter la loi quand ensuite, lors de sommets européens, on dit il faut faire plus pour les migrants. Il y a une contradiction là avec ces petites poches de migrants locales et puis ce qu'on dit ensuite à Bruxelles ou à Strasbourg, Laurent Neumann. Alors, le symbole, d'abord un mot sur ce que disait David, le symbole très important, l'église Saint-Bernard, parce qu'après l'évacuation, la première évacuation, en réalité des militants associatifs ont essayé de reconstituer un autre campement dans cette même église pour le symbole. Et en réalité, on les bouge comme ça de lieu en lieu dans Paris, encadrés d'ailleurs par des CRS, jusqu'à aujourd'hui, mais en même temps, il n'y a pas de campement qui a vocation à s'installer sur l'espace public. Excusez-moi, voilà. C'est terrible de dire ça. Mais encore une fois, aujourd'hui, la plupart de ceux qui étaient là, s'ils ne demandent pas le droit d'asile, ils sont en situation irrégulière et donc il faut faire appliquer la loi. Plutôt que d'avoir un prochain camp évacué, pourquoi ne pas ouvrir, comme le demandent par exemple les écologistes à Anne Hidalgo, une espèce de grand centre d'accueil pour ces migrants où on pourrait intervenir, où les associations pourraient intervenir. Moi j'ai entendu le préfet de police dire qu'il avait proposé à chacun d'entre eux la dernière fois de se porter candidat à l'asile et donc devoir avoir un statut de transition avant d'avoir une réponse à sa demande d'asile et qui permet de pouvoir circuler, rester en France le temps de voir clair. Donc apparemment quand il y a un certain nombre de gens qui refusent de faire une demande d'asile, c'est une décision, ça veut dire que la France est un lieu de passage pour aller vers la Grande-Bretagne, vers la Scandinavie, vers d'autres pays. Et donc, de fait, la loi doit s'appliquer, effectivement. Et on laisse la maire de Calais aussi se débrouiller avec le problème. On ne veut pas créer de petits sangades partout en France. Vous évoquiez la question européenne. Vous avez tout à fait raison, parce que tous ces migrants dont beaucoup traversent la Méditerranée dans les conditions effroyables que l'on sait, eh bien, on constate quand même une forme d'inaction qui est totalement décalée par rapport aux paroles qui sont prononcées à Bruxelles, où les dirigeants de l'Union européenne, les dirigeants du Conseil nous expliquent que c'est un dossier prioritaire, que c'est un défi prioritaire que d'arrêter d'abord cette immigration de masse et surtout de sauver les gens qui sont en danger. Et en réalité, on voit que, comme d'habitude, au niveau des pays, des États, eh bien, personne ne participe, ou si peu, et donc le problème continue. Donc là, nous ne voyons qu'une traduction très locale et très concrète d'un problème qui est évidemment mondial et bien sûr européen et sur lequel on n'a absolument aucune prise du fait de, je dirais, l'inaction des États eux-mêmes. Bien sûr, et justement, c'est peut-être un des dossiers qui est au cœur du G7 en ce moment avec François Hollande. Mais François Hollande, aujourd'hui à Elmo, en Allemagne, c'est pas là-dessus qu'on l'a entendu. Parce que la question lui a été posée sur quoi? Sur le petit aller-retour du Premier ministre durant le week-end pour aller supporter son équipe de cœur, Barcelone, qui affrontait la Juventus en Ligue des Champions. On ne reviendra pas sur la belle victoire de Barcelone, mais
ce petit aller-retour chiffré à 14 000 € par les équipes de BFM TV, ça fait des ordres, mélange des genres. C'est le contribuable qui paye l'aller-retour du Premier ministre. La ligne de défense, c'était de dire oui, Manuel Valls, il était invité par l'UEFA et il avait rendez-vous avec Michel Platini. C'est d'ailleurs ce qu'a dit, en bon connaisseur du foot, on bétonne à l'arrière, on joue catenaccio, on joue en défense, le président de la République cet après-midi. Il y a effectivement des sujets à traiter. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait eu à la FIFA un certain nombre d'évolutions, pour ne pas dire de révélations, que nous avons à organiser l'Euro 2016 et aussi à voir avec les institutions de l'UEFA ce qu'il y a lieu de faire. Et pour la FIFA, ça fait partie du débat, et par rapport à l'organisation de l'Euro 2016. Je sais que ça va vous faire réagir à l'histoire de Valls ce soir sur le compte Twitter. Bon, a-t-il commis une faute? On a entendu faute morale, faute politique, mélange des genres, il joue avec l'argent du contribuable. David Revaud-Dallon. Est-ce qu'il est plus important d'avoir une réaction et des solutions sur la question des migrants que sur l'histoire de cet avion? Dans d'autres cas, c'est-à-dire que la dernière fois, il y avait l'avion qu'a pris Nicolas Sarkozy pour aller au Havre, qui avait rayé la gauche aussi, du coup. Qui avait rayé la gauche. Donc c'est la réponse du berger à bergère. Mais est-ce qu'il est plus important d'avoir des réponses et des débats autour des questions comme celle des migrants qui engagent la vie de milliers de personnes qu'autour de l'histoire de l'avion? Vous savez qu'il y a une image qui est renvoyée. On dit Manuel Valls était à Poitiers, pourquoi il n'a pas fait la fête avec ses copains socialistes devant un écran géant et regarder la finale tous ensemble en buvant un coup? Il avait besoin d'aller là-bas, surtout que Platini, le patron de l'UEFA, il sera mercredi à l'Elysée avec François Hollande. Oui, Ruth a raison sur le fond, bien évidemment, sur la question des migrants. Maintenant, si on examine cette affaire, c'est franchement pas terrible. Non pas tant, je dirais, sur le déplacement en lui-même. Le Premier ministre a le droit d'aller voir un match, il a le droit d'être supporter du football club de Barcelone. On a vu qu'à droite et à l'extrême droite, on l'accusait de soutenir deux équipes étrangères. C'est une vaste plaisanterie quand on connaît un petit peu le football et la composition des équipes. Mais ce qui n'est pas formidable, c'est le procédé et surtout la défense. On ne fera croire à personne que c'est parce qu'il avait rendez-vous avec Michel Platini pour évoquer, ou alors les dossiers de la FIFA, de l'avenir de la FIFA, de sa réforme, ou bien de l'Euro 2016 qui a lieu en France, qu'il est allé voir ce match. C'est une première chose. Et d'ailleurs, il a très vite changé son fusil d'épaule, puisque le dimanche, depuis Roland-Garros, ou juste avant, ou juste après, je ne sais plus, il a expliqué qu'il fallait qu'en tant que Premier ministre, sous une pression démentielle, il fallait évidemment qu'il se détende en regardant du sport sur le terrain, qu'il s'agisse de foot ou de tennis. Donc c'est quand même pas terrible. Et d'ailleurs, on évoquait le cas de Nicolas Sarkozy et de son déplacement à 3 000 € au Havre. Au début du congrès, il faut rappeler que Jean-Christophe Cambadélis a tweeté une photo, enfin le Parti Socialiste a tweeté une photo de son premier secrétaire débarquant seul en seconde à la gare de Poitiers par un simple TGV. Donc sur le mode, nous faisons des économies. Ce qui s'est révélé quelques heures plus tard, un petit peu, cette communication a été un peu bousculée par l'affaire Valls sur la finale. Bêtise quand même. Oui, il y a une bien sûr. Et même dans la com, c'est étonnant parce que Valls, il fait assez peu ce genre d'erreurs et surtout quand il les fait, il les rattrape. Là, quand c'est le Barça, il ne tient plus, le Premier ministre. C'est le cœur. Vous savez, dans ces cas-là, il faut toujours aller demander au juge de paix, à l'expert en éthique financière et d'argent public. C'est René Dosière, c'est le député du Parti Socialiste, qui a toujours son mot à dire sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Premier ministre, comme le Président de la République d'ailleurs, peuvent parfaitement utiliser les moyens de l'État, y compris à des fins privées. Mais quand c'est privé, ils doivent rembourser. D'ailleurs, je suis allé me renseigner, figurez-vous que François Fillon, il a remboursé des frais de ce genre quand il était Premier ministre. Donc là, la question est, est-ce que c'est à des fins privées ou est-ce que c'est à des fins professionnelles? Or, Manuel Valls, il a répondu, ben non, j'allais voir Michel Platini pour parler de l'Euro 2016, représenter la France, préparer la vue de Michel Platini à Paris qui rencontre le président de la République mercredi, et puis... Serait-il allé voir un guignon Guingamp si Michel Platini y était? C'est une question qui peut encore se poser. Alors, c'est pas très gentil pour les équipes bretonnes. Non, mais c'est bien posé. À partir du moment où la défense, c'est j'y allais en tant que Premier ministre, il n'a pas à rembourser. Est-ce que politiquement c'est fâcheux? La réponse est... oui. Politiquement, qui a-t-on vu surgir hier dimanche dans une tribune via le JDD? Un banquier et un salarié de chez Habitat, Arnaud Montebourg et Mathieu Pigas. Retour surprise, hébété, nous marchons vers le désastre. Ils appellent l'Europe à desserrer les teintes. Ils appellent à la réforme fiscale. Ça faisait sourire Madame Aubry. Arnaud Montebourg a été membre de ce gouvernement. Donc moi déjà, pour moi, il y a une question de morale. Aujourd'hui, il est parti. Il n'est pas revenu dans le débat. On était en plein congrès, c'était le moment ou jamais de prendre position, d'aller défendre une motion ou une autre et de venir s'exprimer devant le congrès. Non, on fait un coup médiatique. Vous savez, ça, c'est ce qui tue la politique.
Elle ne souriait pas, mais je suis d'accord avec elle. Désolé. Non, mais c'est vrai que c'est le Congrès. Bah, s'il y a des choses à dire, c'est vraiment le moment. Ou alors, la montée du Montbeuvray avec Christian Paul, enfin la non-montée d'ailleurs, hein, mais la rencontre au Montbeuvray de la semaine précédente ne voulait rien dire. Oui. Puisqu'il était représenté par les frondeurs, il fallait qu'il mette son grain de sel pour dire « Coucou, je suis là, j'ai trop de peine de ne pas être là ». Apparemment, en plus, c'est un texte qui a été écrit il y a plusieurs mois, qui n'est pas complètement lié à la situation d'aujourd'hui et qui a été un peu réactualisé et qui a un coût, quoi. Voilà, c'est un coût pur et simple. Donc on ne passe pas tellement de temps là-dessus. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ces 4 feuillets dans le JDD, c'est la plus courte contribution au Congrès du Parti Socialiste. La deuxième chose, effectivement, c'est que quand on le lit attentivement, on se demande si ce texte-là, il collait pas à une situation qui a 1 an, mais qui colle très mal à la situation d'aujourd'hui. Il demande par exemple des baisses d'impôts sur les ménages. Mais au mois de septembre, il va y avoir 9 millions de personnes qui vont voir leur impôt baisser, et notamment avec la suppression de la première tranche. Donc c'est un peu bizarre. Et puis surtout, il co-signe cette tribune avec Mathieu Pigasse. Et alors là, il faut faire un peu d'histoire. Mathieu Pigasse, c'est qui? C'est quelqu'un qui, il y a encore 2 ans, demandait la réduction des déficits, de l'austérité, etc., qui a conseillé la Grèce. Avec la Banque Lazare, voilà. Oui, non, mais non, sur l'Europe et sur la nécessité d'une Europe moins austéritaire, Mathieu Pigasse a toujours été sur cette ligne et il défend Syriza là-dessus. Hein, donc, c'est pas nouveau. Mais on a l'impression que c'est quand même assez décalé avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu gonflé quand même, quoi. Maintenant, il a le droit. L'expression triviale, mais c'est pas comme s'il n'avait pas été aux manettes à un moment. Arnaud Montebourg, s'il voulait faire une réforme fiscale. Rappelez-moi, il n'a pas essayé de dégager Jean-Marc Ayrault aussi pour essayer de piquer ça. C'est pour faire le buse. Le buse. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault lui a sympathiquement retourné le compliment dans une remarque qui était assez juste en disant il a dû vraiment souffrir, Arnaud Montebourg, pendant ces 2 années où il était au gouvernement. On se rappelle que c'était il n'y a pas si longtemps. C'est vrai qu'il y a une recherche du buzz, mais d'ailleurs quand on regarde les derniers mois d'Arnaud Montebourg, Ruud citait la montée du Montbeuvray, ou contre laquelle il ne devait pas parler, puis finalement il a parlé, ou bien sa volonté de ne plus s'exprimer dans la presse. On s'aperçoit qu'il y a quelques jours il a fait Libération. Là le JDD il se cherche, mais il cherche surtout, vous l'avez dit, à faire parler de lui alors qu'il est absent du terrain politique et qu'il explique qu'il a déserté le champ politique pour faire de l'entrepreneuriat, pour aller chez Habitat, etc. Donc on voit qu'il est quand même entre 2 eaux, pour ne pas dire plus. Pas aller chez Habitat que pour sauver les meubles. Exactement. Allez, les migrants et le petit aller-retour de Manuel Valls, ça vous a fait réagir ce soir. 3 tweets qui sont arrivés. Malheureusement, les évacuations de camps de migrants ne règlent pas le problème, mais ne font que les déplacer. Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut déroger aux lois et politiser sous prétexte d'humanité qui n'est pas sincère. Fermeté ne signifie pas inhumanité. Et puis sur Manuel Valls, la gauche critique un sarcopling, mais nous facture le jet de Valls qui avait assisté à un match de foot à Berlin. Bim, aussi simple qu'un pénalty en pleine lucarne. 20h19, Tatiana Renard-Barzac, le Politico Zap.